The Old Curiosity Shop de Charles Dickens est un roman émouvant rempli de mystères, de tragédie et d'humanité intemporelle. Publié à l'origine en 1840-1841 sous forme de feuilleton, il raconte l'histoire de la jeune Neltre, qui vit avec son grand-père dans un vieux magasin de curiosités. Lorsque des difficultés financières les obligent à quitter leur foyer, un voyage éprouvant commence à travers une Angleterre marquée par la pauvreté, la cupidité et la compassion. Dickens tisse une critique sociale avec une profonde résonance émotionnelle dans cette œuvre. Le roman met en lumière les côtés les plus sombres de la société victorienne, de l'exploitation et de la dépendance au jeu, à l'innocence enfantine et à la bonté humaine. Le Old Curiosity Shop est devenu particulièrement connu pour le méchant usurier, Quilp, et le destin touchant de Nell, qui a ému les lecteurs pendant des générations. Avec une richesse atmosphérique, des personnages excentriques et une puissante nuance morale, ce roman se classe parmi les œuvres les plus frappantes de l'héritage littéraire de Charles Dickens. Chapitre 1. Bien que je sois un vieil homme, la nuit est généralement mon moment pour me promener. En été, je quitte souvent la maison tôt le matin et j'erre dans les champs et les chemins toute la journée, ou même je m'échappe pendant des jours ou des semaines ensemble. Mais, excepté à la campagne, je sors rarement avant la tombée de la nuit. Bien que Dieu soit loué, j'aime sa lumière, et je sens la gaieté qu'elle répand sur la terre, autant qu'aucune créature vivante. Je suis insensiblement tombé dans cette habitude, soit parce qu'elle favorise mon infirmité, soit parce qu'elle me donne plus d'occasion de spéculer sur le caractère et les occupations de ceux qui remplissent les rues. L'éclat et la hâte d'un grand midi ne sont pas adaptés à des occupations oiseuses comme les miennes. Un aperçu de visage qui passe, surpris par la lumière d'un réverbère ou d'une vitrine, est souvent meilleur pour mon but que leur pleine révélation à la lumière du jour. Et s'il faut ajouter la vérité, la nuit est plus clément à cet égard que le jour, qui détruit trop souvent un château construit en l'air au moment où il est taché, sans la moindre cérémonie ni le moindre remords. Ce va-et-vient constant, cette agitation sans fin, ce pas incessant de pas qui usent, les pierres rugueuses lisses et brillantes, n'est-il pas étonnant que les habitants des voies étroites puissent supporter de l'entendre? Pensez à un homme malade, dans un endroit tel que la cour de Saint-Martin, écoutant les pailles au milieu de la douleur et de la lassitude, obligé malgré lui comme s'il s'agissait d'une tâche qu'il devait accomplir de distinguer le pas de l'enfant de celui de l'homme, le mendiant négligé de l'exquis beauté, le paresseux de la ferrée, le talon sourd du proscrit qui se promène devant le pas rapide d'un chercheur de plaisir dans l'expectative. Pensez au bourdonnement et au bruit toujours présents à ses sens, et au courant de la vie qui ne s'arrêtera pas, se déversant sur, à travers tous ses rêves agités, comme s'il était condamné à gisant, mort mais conscient, dans un cimetière bruyant, et n'avait aucun espoir de repos pour les siècles à venir. Puis, les foules, qui passent et repassent sans cesse sur les ponts, du moins sur ceux qui sont libres de péage, où beaucoup s'arrêtent les beaux soirs en regardant nonchalamment l'eau avec une vague idée qu'elle coule peu à peu entre des bancs verts qui s'élargissent de plus en plus jusqu'à ce qu'enfin elle rejoigne la vaste mer, où certains s'arrêtent pour se reposer de lourds fardeaux et pensent en regardant par-dessus le parapet que fumer et se prélasser la vie, et dormir au soleil sur une bâche chaude, dans une péniche terne, lente, doit être un bonheur sans mélange, et où certains, et d'une classe très différente, s'arrêtent avec des charges plus lourdes qu'eux, se souvenant d'avoir entendu ou lu autrefois que la noyade n'était pas une mordure, mais de tous les moyens de suicide, c'est le plus facile et le meilleur. Le marché de Covent Garden au lever du soleil aussi, au printemps ou en été, quand le parfum des fleurs douces est dans l'air, submergeant même les flots malsains de la débauche de la nuit dernière, et rendant à demi folle de joie la grive sombre, dont la cage est restée toute la nuit suspendue devant une mansarde. Pauvre oiseau! La seule chose voisine, qui ressemble un tant soit peu aux autres petits captifs, dont certains, reculant devant les mains chaudes d'acheteurs et ivres, gisent déjà affaissés sur le chemin, tandis que d'autres, trempés par un contact étroit, attendent le moment où ils seront arrosés et rafraîchis pour plaire à une compagnie plus sobre, et feront de vieux commis qui les croisent sur le chemin des affaires, se demandent ce qui a rempli leur poitrine de visions du pays. Mais mon but actuel n'est pas de m'étendre sur mes promenades. L'histoire que je vais raconter, et sur laquelle je reviendrai par intervalles, est née d'une de ces promenades, et c'est ainsi que j'ai été amené à en parler en guise de préface. Une nuit, j'avais erré dans la ville, et je marchais lentement à ma manière habituelle, rêvant à beaucoup de choses, lorsque je fus arrêté par une enquête dont le but ne m'atteignit pas, mais qui semblait s'adresser à moi-même, et qui fut préférée d'une voix douce qui me frappa très agréablement. Je me retournai précipitamment, et je trouvai à mon coude une jolie petite fille,
qui demandait à être dirigé vers une certaine rue assez éloignée, et même dans un tout autre quartier de la ville. « C'est bien loin d'ici, dis-je mon enfant. »« Je le sais, monsieur, répondit-elle timidement. Je crains que ce ne soit un très long chemin, car je suis venue de là ce soir. »« Seule ?» dis-je avec une certaine surprise. « Oh oui, cela ne me dérange pas, mais j'ai un peu peur maintenant, car j'avais perdu ma route. »« Et qu'est-ce qui vous a poussé à me le demander ? Supposons que je vous dise mal ? » « Je suis sûre que vous ne ferez pas cela, » dit la petite créature. « Vous êtes un si vieux monsieur, et vous marchez si lentement vous-même. Je ne peux pas décrire combien j'ai été impressionnée par cet appel, et par l'énergie avec laquelle il a été fait, ce qui a fait monter une larme dans l'œil clair de l'enfant, et a fait trembler sa petite taille lorsqu'elle m'a regardé en face. « Venez, dis-je, je vous y emmènerai. » Elle mit sa main dans la mienne avec autant de confiance que si elle m'eût reconnue depuis son berceau, et nous nous éloignâmes péniblement ensemble, la petite créature adaptant son allure au mien, et semblant, plutôt me conduire et prendre soin de moi que moi, à protéger. Je remarquai que de temps en temps elle jetait un regard curieux sur mon visage, comme pour s'assurer que je ne la trompais pas, et que ces regards, très vifs, et vifs aussi, semblaient augmenter sa confiance à chaque répétition. Pour moi, ma curiosité et mon intérêt étaient au moins égaux à ceux de l'enfant, car elle l'était certainement, bien que je pensais probable, d'après ce que j'ai pu distinguer, que sa taille très petite et très délicate donnait une jeunesse particulière à son apparence. Bien que plus peu vêtue qu'elle n'aurait pu l'être, elle était vêtue avec une propreté parfaite, et ne trahissait aucune marque de pauvreté ou de négligence. « Qui vous a envoyé si loin tout seul ? » dis-je. « Quelqu'un qui est très gentil avec moi, monsieur. »« Et qu'avez-vous fait ? » ?»« Cela, je ne dois pas le dire, dit l'enfant avec fermeté. Il y avait dans la manière de cette réponse quelque chose qui me fit regarder la petite créature avec une expression involontaire de surprise, car je me demandais quelle pouvait être la sorte de course qui pouvait l'amener à se préparer à l'interrogatoire. Son œil vif sembla lire dans mes pensées, car, en rencontrant le mien, elle ajouta qu'il n'y avait pas de mal à ce qu'elle avait fait, mais que c'était un grand secret, un secret qu'elle ne connaissait même pas elle-même. Cela fut dit sans apparence de ruse ou de tromperie, mais avec une franchise sans méfiance qui portait l'empreinte de la vérité. Elle continua à marcher comme auparavant, se familiarisant avec moi à mesure que nous avancions et causant gaiement en chemin, mais elle ne parla pas davantage de sa maison, si ce n'est qu'elle remarqua que nous prenions une route tout à fait nouvelle, et demanda si elle n'était pas courte. Pendant que nous étions ainsi engagés, je tournais dans mon esprit sans explication différente de l'énigme, et je les rejetais toutes. J'avais vraiment honte de profiter de l'ingénuité ou du sentiment de reconnaissance de l'enfant dans le but de satisfaire ma curiosité. J'adore ces petites personnes, et ce n'est pas peu de choses quand eux, qui sont si frais de Dieu, nous aiment. Comme j'avais d'abord été satisfait de sa confiance, je résolus de la mériter et de faire honneur à la nature qui l'avait poussé à la reposer sur moi. Il n'y avait cependant aucune raison pour que je m'abstienne de voir la personne qui l'avait inconsidérément envoyée à une si grande distance, la nuit, et seule, et comme il n'était pas improbable que, si elle se trouvait près de chez elle, elle pût me dire adieu et m'en priver de l'occasion. J'évitais les chemins les plus fréquentés et prenais les plus compliqués, et ce n'est que lorsque nous sommes arrivés dans la rue même qu'elle a su où nous étions. Battant des mains, avec plaisir, et courant devant moi sur une courte distance, ma petite connaissance s'arrêta à une porte et, restant sur le marchepied jusqu'à ce que je revienne, frappa à celle-ci en la rejoignant. Une partie de cette porte était en verre sans protection par aucun volet, ce que je ne remarquai pas d'abord, car tout était très sombre et silencieux à l'intérieur, et j'étais impatient comme l'enfant l'était aussi d'obtenir une réponse à notre appel. Quand elle eut frappé 2 ou 3 fois, il y eut un bruit comme si quelqu'un se mouvait à l'intérieur, et enfin une faible lumière apparut à travers la vitre qui, s'approchant très lentement, le porteur ayant à se frayer un chemin à travers un grand nombre d'objets épars, me permit de voir à la fois par quel genre de personne il s'avançait, et par quel genre d'endroit il venait. C'était un vieil homme aux longs cheveux gris, dont je pouvais clairement voir le visage et la silhouette, alors qu'il tenait la lumière au-dessus de sa tête, et regardait devant lui lorsqu'il s'approchait. Quoique fort altéré par l'âge, je crus reconnaître dans sa forme maigre et élancée quelque chose de ce moule délicat que j'avais remarqué chez l'enfant. Leurs yeux bleus brillants se ressemblaient certainement, mais son visage était si profondément sillonné et si plein de soin, qu'ici, toute ressemblance cessa. L'endroit qu'il traversait à loisir était un de ces réceptacles pour les choses anciennes et curieuses qui semblent s'accroupir dans les coins bizarres de cette ville et cacher leurs trésors moisis aux yeux du public par jalousie et méfiance. Il y avait çà et là des cottes de mailles dressées comme des fantômes en armure,
des sculptures fantastiques rapportées des cloîtres monastiques, des armes rouillées de toutes sortes, des figures déformées en porcelaine, et en bois, en fer et en ivoire, des tapisseries et des meubles étranges qui auraient pu être conçus en rêve. L'air hagard du petit vieillard convenait merveilleusement à l'endroit. Il aurait pu tâtonner parmi les vieilles églises, les tombeaux, et les maisons désertes et recueillir tout le butin de ses propres mains. Il n'y avait rien dans toute la collection qui n'eût pour lui rien qui paraisse plus vieux ou plus usé que lui. En tournant la clé de la serrure, il me regarda avec un étonnement qui ne diminua pas lorsqu'il regarda mon compagnon. La porte s'étant ouverte, l'enfant s'adressa à lui en l'appelant grand-père, et lui raconta la petite histoire de notre compagnie. « Eh bien, Benny, mon enfant, dit le vieillard en lui tapotant la tête, comment as-tu pu manquer ton chemin? Et si je t'avais perdu, Nell? J'aurais retrouvé le chemin de vous, grand-père, dit l'enfant avec assurance. N'ayez crainte. Le vieil homme l'embrassa, puis, se tournant vers moi, et me suppliant d'entrer, je le fis ainsi. La porte était fermée et verrouillée. Me précédant avec la lumière, il me conduisit à travers l'endroit que j'avais déjà vu de l'extérieur, dans un petit salon derrière, où se trouvait une autre porte donnant sur une sorte de placard, où je vis un petit lit où une fée aurait pu dormir. Il avait l'air si petite et était si joliment arrangé. L'enfant prit une bougie et trébucha dans cette petite pièce, nous laissant le vieil homme et moi ensemble. « Vous devez être fatigué, monsieur, dit-il en plaçant une chaise près du feu. Comment puis-je vous remercier? En prenant plus soin de ton petit-fils une autre fois, mon bon ami, ai-je répondu. Plus de soin, dit le vieillard d'une voix aiguë, plus de soin pour Nelly. Qui a jamais aimé un enfant comme j'aime Nell? Il me dit cela avec une surprise si évidente que je ne savais que répondre, d'autant plus qu'à côté de quelque chose de faible et d'errant dans ses manières, il y avait sur son visage des marques de pensée profonde et anxieuse qui me convainquirent qu'il ne pouvait pas être, comme j'avais d'abord été enclin à le supposer, dans un état de dotage ou d'imbécilité. Je ne pense pas que vous considériez. Commençai-je. Je n'y pense pas, s'écria le vieillard en m'interrompant, je ne la considère pas. Ah, comme vous savez peu de choses de la vérité. Petite Nelly, petite Nelly. Il serait impossible à un homme, peu m'importe quelle serait sa forme de langage, d'exprimer plus d'affection que ne l'a fait le marchand de curiosité dans ces 4 mots. J'attendis qu'il reprît la parole, mais il posa son menton sur sa main, et secouant la tête 2 ou 3 fois, fixa les yeux sur le feu. Tandis que nous restions ainsi assis en silence, la porte de l'armoire s'ouvrit, et l'enfant revint, ses cheveux châtains clairs tombant librement autour de son cou, et son visage rougissant de la hâte qu'elle avait faite pour nous rejoindre. Elle s'occupa aussitôt de préparer le souper, et pendant qu'elle était ainsi occupée, je remarquai que le vieillard profitait de l'occasion pour m'observer de plus près qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Je fus surpris de voir que pendant tout ce temps tout était fait par l'enfant, et qu'il semblait n'y avoir que nous dans la maison. Je profitai d'un moment où elle était absente pour hasarder une allusion sur ce point, à laquelle le vieillard répondit qu'il y avait peu de grands hommes aussi dignes de confiance et d'aussi soigneux qu'elle. Cela m'attriste toujours, observai-je, réveillé par ce que je pris pour son égoïsme. Cela m'afflige toujours de contempler l'initiation des enfants au mode de vie, alors qu'ils ne sont guère que des enfants. Elle freine leur confiance et leur simplicité, 2 des meilleures qualités que le ciel leur donne, et exige qu'ils partagent nos chagrins avant d'être capables d'entrer dans nos jouissances. Il n'arrêtera jamais le sien, dit le vieil homme en me regardant fixement, les sources sont trop profondes. D'ailleurs, les enfants des pauvres ne connaissent que peu de plaisir. Même les délices bon marché de l'enfance doivent être achetées et payées. Mais pardonnez-moi de vous dire cela, vous n'êtes certainement pas si pauvre, dis-je. Ce n'est pas mon enfant, monsieur, répondit le vieillard, sa mère l'était, et elle était pauvre. Je n'économise rien, pas un sou, quoique je vive comme vous le voyez, mais... Il posa la main sur mon bras et se pencha en avant pour murmurer, elle sera riche un de ces jours, et une belle dame. Ne penses-tu pas du mal de moi parce que j'utilise son aide? Elle le donne gaiement, comme vous le voyez, et cela lui briserait le cœur si elle savait que je permettais à quelqu'un d'autre de faire, pour moi, ce que ses petites mains pourraient entreprendre. Je ne considère pas. Il s'écria avec une soudaine crêlerie, mais Dieu sait que cet enfant unique est la pensée et l'objet de ma vie, et pourtant il ne me fait jamais prospérer. Non, jamais. À ce moment, le sujet de notre conversation revint de nouveau, et le vieillard, me faisant signe de m'approcher de la table, s'interrompit et ne dit plus rien. À peine avions-nous commencé notre repas, qu'on frappa à la porte par laquelle j'étais entré, et Nell éclata d'un rire chaleureux, dont je fus ravi, car c'était enfantin et plein d'hilarité, et me dit que c'était sans doute le cher vieux Kit qui revenait enfin. « Sotte Nell !» dit le vieillard en lui caressant les cheveux.
Elle se moque toujours de la pauvre Kit. L'enfant rit de nouveau de plus bon cœur qu'auparavant, et je ne pus m'empêcher de sourire par pure sympathie. Le petit vieillard prit une bougie et alla ouvrir la porte. Quand il revint, Kit était sur ses talons. Kit était un garçon choqué, titubant, maladroit, avec une bouche exceptionnellement large, des joues très rouges, un nez retroussé, et certainement l'expression du visage la plus comique que j'ai jamais vue. Il s'arrêta net à la porte en apercevant un étranger, fit tournoyer dans sa main un vieux chapeau parfaitement rond et sans aucun vestige de bord, et se reposant tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, l'échangeant constamment, se tint dans l'embrasure de la porte, regardant dans le salon avec le regard le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. À partir de ce moment-là, j'éprouvai un sentiment de reconnaissance envers l'enfant, car je sentis qu'il était la comédie de la vie de l'enfant. « Un long chemin, n'est-ce pas, Kit ?» dit le petit vieillard. « Eh bien alors, c'était un bon étirement, maître, » répondit Kit. « Bien sûr que vous êtes revenu affamé ? Mais alors je me considère plutôt comme tel, maître, » fut la réponse. Le garçon avait une manière remarquable de se tenir de côté pendant qu'il parlait, et de pousser sa tête en avant par-dessus son épaule, comme s'il ne pouvait pas entendre sa voix sans l'action qui l'accompagne. Je pense qu'il en aurait amusé un n'importe où, mais le plaisir exquis de l'enfant, pour sa bizarrerie, et le soulagement qu'elle éprouvait à découvrir qu'il y avait quelque chose qu'elle associait à la gaieté dans un endroit qui lui semblait si inapproprié, était tout à fait irrésistible. Ce fut aussi un grand point que Kit lui-même fut flatté de la sensation qu'il créait, et après plusieurs efforts pour conserver sa gravité, il éclata d'un grand rugissement, et se tint ainsi, la bouche grande ouverte et les yeux presque fermés, riant violemment. Le vieillard était retombé dans son ancienne abstraction, et ne faisait pas attention à ce qui se passait, mais je remarquai que, quand son rire fut fini, les yeux brillants de l'enfant s'obscurcirent de larmes, appelée par la plénitude de cœur avec laquelle elle accueillit son grossier favori après le peu d'inquiétude de la nuit. Quant à Kit lui-même, dont le rire avait toujours été de ce genre qui ne changerait guère en cri, il emporta dans un coin une grande tranche de pain et de viande, et une chope de bière, et s'appliqua à s'en débarrasser avec une grande voracité. « Ah !» dit le vieillard en se tournant vers moi, avec un soupir, comme si je ne lui eusse parlé qu'à ce moment-là, « Vous ne savez pas ce que vous dites quand vous me dites que je ne la considère pas. Il ne faut pas attacher trop de poids à une remarque fondée sur les apparences, mon ami, dis-je. »« Non, » répondit le vieillard d'un air pensif, « non. Venez ici, Nell. » La petite fille se hâta de se lever de son siège, et passa son bras autour de son cou. « Est-ce que je t'aime, Nell ?» dit-il. « Dis-moi, est-ce que je t'aime, Nell, ou non ?» L'enfant ne répondit que par ses caresses, et posa sa tête sur sa poitrine. « Pourquoi sanglotes-tu » dit le grand-père en la serrant plus près de lui et en jetant un coup d'œil vers moi. « Est-ce parce que tu sais que je t'aime, et que tu n'aimes pas que j'ai l'air d'en douter par ma question ? Eh bien, alors disons que je t'aime tendrement. » En effet, vous le savez, répondit l'enfant avec beaucoup de sérieux, Kit sait que vous le savez. Kit, qui, en expédiant son pain et sa viande, avait avalé les 2/3 de son couteau à chaque bouchée avec le sang-froid d'un jongleur, s'arrêta net dans ses opérations lorsqu'on lui demanda de le faire, et cria « Il n'y a personne qui n'est assez fou pour dire qu'il ne le fait pas », après quoi il se mit en état de poursuivre la conversation en prenant d'un seul coup un sandwich prodigieux. « Elle est pauvre maintenant, » dit le vieillard en tapotant la joue de l'enfant, « mais je répète que le temps vient où elle sera riche. Cela a été long à venir, mais il faut que cela vienne enfin. C'est très long, mais cela doit sûrement venir. C'est arrivé à d'autres hommes qui ne font que gaspiller et se révolter. Quand viendra-t-il à moi ? Je suis très heureuse comme je le suis, grand-père, dit l'enfant. Chut-bou, répliqua le vieillard, tu ne sais pas, comment le ferais-tu ? Puis, il murmura de nouveau entre ses dents, le moment doit venir, j'en suis bien sûr. Ce sera d'autant mieux que nous arriverons en retard. Puis, il soupira, et retomba dans son premier état de rêverie, et tenant toujours l'enfant entre ses genoux, il semblait insensible à tout ce qui l'entourait. À ce moment-là, il ne manquait que quelques minutes de minuit, et je me levai pour partir, ce qui le rappela à lui. « Un instant, monsieur, dit-il, maintenant, Kit, vers minuit, mon garçon, et vous êtes toujours ici. Rentrez chez vous, et soyez fidèle à votre temps le matin, car il y a du travail à faire. Bonne nuit, tenez-lui le bonsoir, Nell, et qu'il s'en aille. » « Bonne nuit, Kit, dit l'enfant, ses yeux s'illuminant de gaieté et de bonté. « Bonne nuit, Miss Nell, répondit le garçon. Et remerciez ce monsieur, interrompit le vieillard, sans le soin duquel j'aurais peut-être perdu ma petite fille ce soir.
Non, non, maître, dit Kit, cela ne fera pas l'affaire, cela ne fera pas. Que voulez-vous dire? S'écria le vieillard. Je l'aurais trouvée, maître, dit Kit, je l'aurais trouvée. Je parie que je la trouverais si elle était au-dessus du sol, je la maîtriserais aussi vite que n'importe qui. Ah ah ah. Une fois de plus, ouvrant la bouche et fermant les yeux, et riant comme un stentor, Kit recula peu à peu vers la porte et sortit en rugissant. Libéré de la chambre, le garçon ne tarda pas à partir. Quand il fut parti, et que l'enfant fut occupé à débarrasser la table, le vieillard dit : « Je n'ai pas eu l'air de vous remercier, monsieur, de ce que vous avez fait ce soir, mais je vous remercie humblement et de tout cœur, et elle aussi, et ces remerciements valent mieux que les miens. Je serais fâché que vous soyez parti, et que vous pensiez que je n'étais pas soucieux de votre bonté, ou que je n'étais pas insouciant d'elle. Je ne suis pas, en effet. J'en étais sûr, dis-je, d'après ce que j'avais vu. Mais, ajoutai-je, puis-je vous poser une question? Oui, monsieur, répondit le vieillard, qu'y a-t-il? Cette délicate enfant, dis-je, avec tant de beauté et d'intelligence, n'a-t-elle personne d'autre pour s'occuper d'elle que vous? N'a-t-elle pas d'autre compagne, ou de conseillère? Non, répondit-il en me regardant anxieusement en face, non, et elle n'en veut pas d'autre. Mais ne craignez-vous pas, dis-je, de ne pas comprendre une charge si délicate? Je suis sûr que vous avez de bonnes intentions, mais êtes-vous bien certain de savoir comment exécuter une telle confiance? Je suis un vieil homme, comme vous, et je suis animé par l'intérêt d'un vieil homme pour tout ce qui est jeune et prometteur. Ne pensez-vous pas que ce que j'ai vu de vous et de cette petite créature ce soir doit avoir un intérêt qui n'est pas tout à fait exempt de douleur? Monsieur, reprit le vieillard après un moment de silence, je n'ai pas le droit de me sentir blessé par ce que vous dites. Il est vrai qu'à bien des égards je suis l'enfant, et la personne adulte, que vous avez déjà vue. Mais qu'elle soit éveillée ou endormie, de nuit ou de jour, malade ou en bonne santé, elle est l'unique objet de mes soins, et si vous saviez combien de soins, vous me regarderiez avec des yeux différents, vous le feriez en effet. Ah! C'est une vie fatigante pour un vieil homme, une vie lasse et fatigante, mais il y a une grande fin à gagner, et que je garde devant moi. Voyant qu'il était dans un état d'excitation et d'impatience, je me retournai pour mettre un habit de dessus que j'avais jeté en entrant dans la chambre, avec l'intention de ne pas en dire davantage. Je fus surpris de voir l'enfant se tenir patiemment debout, un manteau sur le bras, un chapeau et un bâton à la main. « Ce ne sont pas les miens, ma chère, dis-je. »« Non, » répondit l'enfant, « ce sont ceux de mon grand-père. »« Mais il ne sortira pas ce soir. »« Oh, oui, il est, » dit l'enfant en souriant. « Et que devenez-vous, ma jolie? »« Moi, je reste ici bien sûr. Je le fais toujours. » Je regardai avec étonnement le vieil homme, mais il était, ou feignait de l'être, occupé à l'arrangement de sa robe. De lui, je regardai en arrière la légère et douce silhouette de l'enfant. Seule, dans cet endroit sombre, toute la longue et morne nuit. Elle ne montra pas se rendre compte de ma surprise, mais elle aida gaiement le vieillard à mettre son manteau, et, quand il fut prêt, elle prit une bougie pour nous allumer. Constatant que nous ne les suivions pas comme elle s'y attendait, elle se retourna avec un sourire et nous attendit. Le vieillard montra par son visage qu'il comprenait bien la cause de mon hésitation, mais il se contenta de me faire signe d'un signe inclinant la tête de sortir de la chambre devant lui, et garda le silence. Je n'avais pas d'autre ressource que de m'y conformer. Quand nous fûmes arrivés à la porte, l'enfant, posant la bougie, se retourna pour me dire bonsoir, et leva son visage pour m'embrasser. Puis elle courut vers le vieil homme, qui la serra dans ses bras et dit adieu de la bénir. « Dors profondément, Nell, dit-il à voix basse, et des anges gardent ton lit. N'oublie pas tes prières, ma douce. » Non, en effet, répondit l'enfant avec ferveur, ils me rendent si heureuse. C'est bien, je sais qu'ils le font, ils le devraient, dit le vieillard, béni 100 fois. De bon matin, je serai à la maison. Vous ne sonnerez pas 2 fois, répondit l'enfant. La cloche me réveille, même au milieu d'un rêve. Sur ce, ils se séparèrent. L'enfant ouvrit la porte maintenant gardée par un volet que j'avais entendu l'enfant fermer avant de quitter la maison et, avec un autre adieu, dont j'ai rappelé 1000 fois la note claire et tendre, il l'atteint jusqu'à ce que nous nous évanouissions. Le vieillard s'arrêta un instant pendant qu'il était doucement fermé et fixé à l'intérieur, et satisfait que cela était fait, il marcha d'un pas lent. Au coin de la rue, il s'arrêta, et me regardant d'un air troublé, il me dit que nos manières étaient bien différentes et qu'il devait prendre congé. J'aurais voulu parler, mais rassemblant plus d'empressement qu'on aurait pu s'y attendre dans l'une de ces apparitions, il s'est empressé de s'éloigner.
Je pus voir que 2 ou 3 fois il se retourna comme pour s'assurer si je le regardais toujours, ou peut-être pour s'assurer que je ne le suivais pas de loin. L'obscurité de la nuit favorisa sa disparition, et sa silhouette fut bientôt hors de ma vue. Je restai debout à l'endroit où il m'avait laissé, ne voulant pas partir, et ne sachant pas pourquoi je m'attarderais là. Je regardai avec mélancolie dans la rue que nous venions de quitter, et au bout d'un certain temps je dirigeai mes pas de ce côté. Je passai et repassai devant la maison, et je m'arrêtai l'écouter à la porte. Tout était sombre et silencieux comme la tombe. Cependant je m'attardais et je ne pouvais m'en détacher, songeant à tout le mal qui pourrait arriver à l'enfant, aux incendies, aux vols et même aux meurtres, et sentant qu'il devait s'en suivre quelque mal si je tournais le dos à cet endroit. La fermeture d'une porte ou d'une fenêtre dans la rue me ramena de nouveau devant le marchand de curiosités. J'ai traversé la route, et j'ai levé les yeux vers la maison pour m'assurer que le bruit ne venait pas de là. Non, il était noir, froid, et sans vie comme auparavant. Il y avait peu de passagers qui s'agitaient, la rue était triste et lugubre, et à peu près la mienne. Quelques retardataires des théâtres se hâtaient de passer, et de temps en temps je me détournais pour éviter quelque ivrogne bruyant qui rentrait chez lui, mais ces interruptions n'étaient pas fréquentes et cessèrent bientôt. Les horloges sonnèrent 1 heure. Cependant, je faisais les 100 pas, me promettant que chaque fois serait la dernière, et rompant à la fois avec moi-même par un nouvel argument aussi souvent que je le faisais. Plus je pensais à ce que le vieil homme avait dit, à son regard et à son attitude, moins je pouvais me rendre compte de ce que j'avais vu et entendu. J'avais un fort pressentiment que son absence nocturne n'avait pas de bon but. Je n'avais appris le fait que par l'innocence de l'enfant, et bien que le vieillard fût là à ce moment-là, et qu'il vit ma surprise, non dissimulée, il avait conservé un étrange mystère à ce sujet, et n'avait offert aucune explication. Ses réflexions lui rappelaient naturellement plus fortement qu'auparavant son visage hagard, ses manières vagabondes, ses regards inquiets et anxieux. Son affection pour l'enfant n'était peut-être pas incompatible avec la méchanceté de la pire espèce. Cette affection même était en elle-même une contradiction extraordinaire. Ou comment pouvait-il la quitter ainsi? Aussi disposé que j'étais à penser du mal de lui, je n'ai jamais douté que son amour pour elle était réel. Je ne pouvais admettre cette pensée, me rappelant ce qui s'était passé entre nous et le ton de voix avec lequel il avait appelé par son nom. « Restez ici, bien sûr, avait dit l'enfant en réponse à ma question, je le fais toujours. Qu'est-ce qui pouvait l'emporter de chez lui la nuit, et tous les soirs? J'ai rappelé toutes les histoires étranges que j'avais jamais entendues sur des actes sombres et secrets commis dans de grandes villes et échappant à la détection pendant une longue série d'années. Quelque folles que fussent beaucoup de ces histoires, je n'en trouvais pas une qui convînt à ce mystère, qui ne faisait que devenir plus impénétrable à mesure que je cherchais à le résoudre. Occupé de telles pensées, et d'une foule d'autres, qui tendaient toutes au même point, je continuai à arpenter la rue pendant 2 longues heures. À la fin, la pluie commença à tomber abondamment, puis, accablé par la fatigue, bien que non moins intéressé que je ne l'avais été au début, je pris la diligence la plus proche et rentrai ainsi chez moi. Un feu joyeux brûlait dans l'âtre, la lampe brûlait vivement, ma pendule me recevait avec son ancien accueil familier. Tout était calme, chaleureux et encourageant, et contrastait avec l'obscurité que j'avais quittée. Mais toute cette nuit-là, éveillée ou dans mon sommeil, les mêmes pensées me revenaient et les mêmes images restaient en possession de mon cerveau. J'avais toujours devant moi les vieilles pièces sombres, les mailles décharnées avec leur air fantomatique et silencieux, les visages tout de travers, souriants de bois et de pierre, la poussière, la rouille et le ver qui vivent dans le bois, et seul au milieu de tout ce bois, de cette décomposition et de cet âge laide, la belle enfant dans son doux sommeil, souriant à travers ses rêves légers et ensoleillés. Chapitre 2. Après avoir combattu, pendant près d'1 semaine, le sentiment qui me poussait à revoir l'endroit que j'avais quitté dans les circonstances déjà indiquées, je m'y abandonnai enfin, et décidant que cette fois je me présenterais à la lumière du jour, je m'y dirigeai de grand matin. Je suis passé devant la maison, et j'ai fait plusieurs détours dans la rue, avec cette sorte d'hésitation qui est naturelle à un homme qui sait que la visite qu'il va faire est inattendue et peut ne pas être très acceptable. Cependant, comme la porte de la boutique était fermée, et qu'il ne semblait pas probable que je serais reconnu par ceux qui étaient à l'intérieur, si je continuais simplement à passer de haut en bas devant l'aile, je vainquis bientôt cette irrésolution et me trouvai dans l'entrepôt du marchand de curiosités. Le vieillard et une autre personne étaient ensemble à l'arrière, et il semblait qu'il y avait eu entre eux des paroles élevées, car leurs voix qui s'élevaient d'un ton très élevé s'arrêtèrent soudain à mon entrée, et le vieillard s'avançant précipitamment vers moi me dit d'une voix tremblante qu'il était très content que je sois venu.
Vous nous avez interrompu à un moment critique, me dit-il en montrant l'homme que j'avais trouvé en compagnie de lui. Cet homme va m'assassiner un de ces jours. Il l'aurait fait, il y a longtemps, s'il avait osé. Bah! Vous me jureriez la vie si vous le pouviez, répondit l'autre, après m'avoir jeté un regard, et un froncement de sourcils. Nous le savons tous. Je crois presque que je le pourrais, s'écria le vieillard en se tournant faiblement vers lui. Si des serments, des prières ou des paroles ont pu me débarrasser de vous, ils le devraient. Je serai libéré de vous, et je serai soulagé si vous mourriez. Je le sais, répondit l'autre. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Mais ni les serments, ni les prières, ni les paroles ne me tueront, et c'est pourquoi je vis, et j'ai l'intention de vivre. Et sa mère est morte, s'écria le vieillard en joignant passionnément les mains et en levant les yeux. Et c'est là la justice du ciel. L'autre se tenait debout, le pied sur une chaise, et le regardait avec un ricanement dédaigneux. C'était un jeune homme d'environ 25 ans, bien fait, et certainement beau, quoique l'expression de son visage fût loin d'être séduisante, ayant comme ses manières, et même son habillement un air dissipé et insolent qui repoussait. « Justice, ou non, dit le jeune homme, me voici, et je m'arrêterai ici jusqu'à l'heure que je jugerai à propos de partir, à moins que vous n'envoyiez chercher de l'aide pour me mettre dehors, ce que vous ne ferez pas, je le sais. Je vous dis encore une fois que je veux voir ma sœur. » « Votre sœur, dit le vieillard avec amertume. « Ah, vous ne pouvez pas changer la relation, répondit l'autre. Si vous le pouviez, vous l'auriez fait il y a longtemps. Je veux voir ma sœur, que vous gardez enfermée ici, empoisonnant son esprit avec vos secrets sournois, et feignant une affection pour elle afin de la faire travailler à mort et d'ajouter chaque semaine quelques shillings grattés à l'argent que vous pouvez à peine compter. Je veux la voir, et je le ferai. Voilà un moraliste qui parle d'esprits empoisonnés. Voilà un esprit généreux pour mépriser les shillings grattés, s'écria le vieillard en se détournant de lui pour me tourner. Un débauché, monsieur, qui a perdu tous ses droits, non seulement sur ceux qui ont le malheur d'être de son sang, mais sur la société qui ne sait de lui que ses méfaits. Une menteuse aussi, ajouta-t-il d'une voix plus basse en se rapprochant de moi, qui sait combien elle m'est chère, et qui cherche à me blesser même là, parce qu'il y a un étranger tout près. Les étrangers ne sont rien pour moi, grand-père, dit le jeune homme saisissant le mot, ni moi pour eux, j'espère. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de garder un œil sur leurs affaires et de me laisser aux miennes. Il y a un de mes amis qui m'attend dehors, et comme il semble que je doive attendre quelque temps, je vais l'appeler pour vous donner votre permission. En disant cela, il s'avança vers la porte, et regardant en bas de la rue, il fit plusieurs fois signe à une personne invisible qui, en juger par l'air d'impatience dont étaient accompagnés ces signaux, avait besoin d'une grande quantité de persuasion pour l'engager à avancer. Enfin, de l'autre côté de la route, s'approcha, avec la mauvaise prétexte de passer par accident, un personnage qui brillait par sa sale intelligence, qui, après un grand nombre de froncements de sourcils et de secousses de la tête, en résistance à l'invitation, finit par traverser la route, et fut amené dans la boutique. « Voilà, c'est Dick, suivez-les, dit le jeune homme en le poussant à l'intérieur. « Asseyez-vous, suivez-les. Mais le vieux monsieur est-il agréable? Dit M. Suivez-les à voix basse. M. Suivez-les s'exécuta, et regardant autour de lui avec un sourire propitiatoire, il remarqua que la semaine dernière avait été une belle semaine pour les canards, et que cette semaine avait été une belle semaine pour la poussière. Il remarqua aussi que, tandis qu'il se tenait près du poteau, au coin de la rue, il avait aperçu un cochon avec une paille dans la gueule qui sortait du bureau de tabac, d'où il présageait qu'une autre belle semaine approchait pour les canards, et qu'il s'ensuivrait certainement de la pluie. Il profita en outre de l'occasion pour s'excuser de toute négligence qui pouvait être perceptible dans son habillement, sous prétexte que la nuit dernière, il avait eu le soleil très fort dans les yeux, expression par laquelle il était censé transmettre à ses auditeurs, de la manière la plus délicate possible, l'information qu'il avait été extrêmement ivre. « Mais qu'est-ce qu'il y a » dit M. Suivez-les avec un soupir, tant que le feu de l'âme s'allume à l'adoucissement de la convivialité, et que l'aile de l'amitié ne mue jamais une plume. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un bain tant que l'esprit s'est développé au moyen du vin rosé, et que le moment présent est le moins heureux de notre existence. « Vous n'avez pas besoin de jouer le président ici, dit son ami à demi à l'écart. Fred, s'écria M. Suivez-les en se tapotant le nez, un mot au sage leur suffit. Nous pouvons être bons et heureux sans richesse, Fred. Ne dites pas une syllabe de plus. Je connais mon signal, intelligent est le mot. Un seul petit murmure, Fred. Le vieux main est-il amical? Peu importe, répondit son ami. C'est encore juste, c'est juste, dit M. Suivez-les, la prudence est le mot, et la prudence est l'acte.
Sur ce, il cligna de l'œil comme s'il eût gardé un secret profond, et croisant les bras, et se renversant dans son fauteuil, il regarda le plafond avec une profonde gravité. Il n'était peut-être pas très déraisonnable de soupçonner, d'après ce qui s'était déjà passé, que M. Swivele n'était pas tout à fait remis des effets de la puissante lumière du soleil à laquelle il avait fait allusion. Mais si ses paroles n'avaient pas éveillé un tel soupçon, ses cheveux raides, ses yeux ternes et son visage jaunâtre auraient encore été de puissants témoins contre lui. Sa toilette n'était pas, comme il l'avait laissé entendre lui-même, remarquable par la plus belle agencement, mais elle était dans un désordre qui lui donnait fortement l'idée qu'il s'était couché avec. Il se composait d'un gilet brun avec un grand nombre de boutons de cuivre sur le devant et un seul derrière, d'un foulard à carreaux brillants, d'un gilet à carreaux, d'un pantalon blanc sale et d'un chapeau très mou, porté sur l'envers en avant, pour cacher un trou dans le bord. La poitrine de son habit était ornée d'une poche extérieure d'où sortait l'extrémité la plus nette d'un mouchoir très grande et très mal faussé. Ses bracelets sales étaient enfilés aussi loin que possible et ostensiblement repliés sur ses poignets. Il ne montrait pas de gants et portait une canne jaune ayant au sommet une main en os, avec l'apparence d'un anneau à l'auriculaire et une boule noire à la main. Avec tous ces avantages personnels, auxquels on peut ajouter une forte odeur de fumée de tabac et une apparence grasse qui prédominait, M. Swivele se renversait dans son fauteuil, les yeux fixés au plafond, et de temps en temps, poussant sa voix à la tonalité nécessaire, obligeait la compagnie avec quelques mesures d'un air intensément lugubre. Puis, au milieu d'une note, il retomba dans son premier silence. Le vieillard s'assit sur une chaise, et, les mains jointes, regardait tantôt son petit-fils, tantôt son étrange compagnon, comme s'il était tout à fait impuissant et n'avait d'autre ressource que de les laisser faire ce qu'il voulait. Le jeune homme s'appuya contre une table à peu de distance de son ami, dans une apparente indifférence pour tout ce qui s'était passé. Et moi, qui sentais la difficulté de toute interférence, bien que le vieillard m'eût séduit à la fois par des paroles et par des regards, je fis de mon mieux pour être occupé à examiner quelques-unes des marchandises qui étaient mises en vente et à faire très peu attention à une personne qui se trouvait devant moi. Le silence ne fut pas de longue durée, car M. Swivele, après nous avoir fait l'honneur de nous assurer plusieurs fois mélodieusement qu'il avait le cœur dans les Highlands, et qu'il ne voulait que sa monture arabe comme préliminaire à l'accomplissement de grands exploits de bravoure et de fidélité, retira ses yeux du plafond et retomba dans la prose. « Fred, dit M. Swivele en s'arrêtant net, comme si l'idée lui était venue tout à coup, et en parlant dans le même murmure audible qu'auparavant, « Le vieux main est-il amical ?»« Qu'importe » répondit son ami d'un ton irrité. « Non, mais l'est-il » dit Dick. « Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je me soucie qu'il le soit, ou non ?» Encouragé comme il semblait par cette réponse à entrer dans une conversation plus générale, M. Swivele s'est clairement mis en place pour captiver notre attention. Il commença par remarquer que l'eau gazeuse, bien que bonne chose dans l'abstrait, était susceptible de rester froide sur l'estomac à moins d'être accompagnée de gingembre ou d'une petite infusion d'eau-de-vie, dernier article qu'il considérait comme préférable dans tous les cas, sauf pour la seule considération de la dépense. N'osant contester ses positions, il observa que les cheveux humains étaient un grand retenant de fumée de tabac, et que les jeunes messieurs de Westminster et d'Eton, après avoir mangé de grandes quantités de pommes pour cacher à leurs amis anxieux toute odeur de cigare, étaient généralement découverts en conséquence que leur tête possédait cette propriété remarquable. Lorsqu'il conclut que si la Royal Society portait son attention sur cette circonstance et s'efforçait de trouver dans les ressources de la science un moyen d'empêcher de telles révélations fâcheuses, elles pourraient en effet être considérées comme des bienfaiteurs pour l'humanité. Ses opinions étant également incontestables avec celles qu'il avait déjà prononcées, il poursuivit en nous informant que le rhum de la Jamaïque, bien qu'il fût incontestablement un spiritueux agréable d'une grande richesse et d'une grande saveur, avait l'inconvénient de rester constamment présent au goût le lendemain, et personne n'étant assez aventureux pour discuter ce point non plus, il augmenta en confiance et devint encore plus sociable et communicatif. « C'est une diable de chose, messieurs, dit M. Swivele, que des relations qui se brouillent et ne sont pas d'accord. Si l'aile de l'amitié ne doit jamais muer une plume, l'aile de la relation ne doit jamais être coupée, mais être toujours élargie et sereine. Pourquoi un petit-fils et un grand-père devraient-ils s'attacher l'un à l'autre avec une volonté mutuelle alors que tout pourrait être félicité et concorde? Pourquoi ne pas tendre la main et l'oublier? Tais-toi, dit son ami. Monsieur, répondit M. Swivele, n'interrompez pas le fauteuil. Messieurs, où en est la situation dans la présente occasion? Voici un vieux grand-père joyeux, je le dis avec le plus grand respect, et voici un jeune petit-fils sauvage. Le vieux grand-père joyeux dit au jeune petit-fils sauvage, « Je t'ai élevé et éduqué Fred,
je t'ai mis sur le chemin de la vie. Vous vous êtes un peu enfui, bien sûr, comme le font souvent les jeunes gens, et vous n'aurez jamais d'autre chance, ni le fantôme d'une demi-chance. Le jeune petit-fils sauvage répond à cela et dit « Tu es aussi riche que possible. Vous avez fait des dépenses assez importantes pour moi, vous économisez des tas d'argent pour ma petite sœur qui vit avec vous en secret, furtivement, et sans aucune jouissance. Pourquoi ne pouvez-vous pas supporter une bagatelle pour votre parent adulte ?» Le vieux grand-père joyeux rétorque non seulement qu'il refuse de débourser avec cet empressement joyeux qui est toujours si agréable, et si agréable chez un gentilhomme de son temps, mais qu'il se prosterne, appelle des noms et fait des réflexions chaque fois qu'ils se rencontrent. Alors, la question qui se pose est la suivante. N'est-ce pas dommage que cet état de choses continue, et combien serait-il préférable pour ce monsieur de lui remettre une quantité raisonnable d'étain et de la rendre bien et confortable ? Après avoir prononcé ce discours avec un grand nombre de gestes et de fioritures de la main, M. Souivele enfonça brusquement la tête de sa canne dans sa bouche, comme pour s'empêcher de nuire à l'effet de son discours, en ajoutant un autre mot. « Pourquoi me pourchassez-vous et me persécutez-vous, que Dieu me vienne en aide ?» dit le vieil homme en se tournant vers son petit-fils. « Pourquoi amenez-vous ici vos compagnons prolifiques ? Combien de fois vous dirai-je que ma vie est faite de soucis et d'abnégation, et que je suis pauvre ? Combien de fois dois-je vous dire, répondit l'autre en le regardant froidement, que je sais mieux que moi ? Vous avez choisi votre propre chemin, dit le vieil homme, suivez-le. Laissez-nous, Nell et moi, travailler et travailler. Nell sera bientôt une femme, répondit l'autre, et, élevée dans votre foi, elle oubliera son frère, à moins qu'il ne se montre quelquefois. Prends garde, dit le vieillard aux yeux étincelants, qu'elle ne t'oublie pas quand tu voudrais avoir la mémoire la plus vive. Prends garde qu'un jour ne vienne, où tu marches pieds nus dans les rues, et où elle passe dans une voiture gaie à elle. Vous voulez dire quand elle a votre argent ? Répliqua l'autre. Comme il parle comme un pauvre homme. Et pourtant, dit le vieillard en baissant la voix, et en parlant, comme quelqu'un qui pense tout haut, comme nous sommes pauvres, et qu'elle vit. La cause est qu'un jeune enfant est innocent de tout mal ou mal, mais rien ne va bien. Espoir et patience, espoir et patience. Ces paroles furent prononcées d'un ton trop bas pour parvenir aux oreilles des jeunes gens. M. Souivele parut penser qu'il s'agissait d'une lutte mentale consécutive à l'effet puissant de son discours, car il piqua son ami avec sa canne, et murmura à voix basse qu'il était convaincu qu'il avait administré un coup de pouce, et qu'il s'attendait à une commission sur les bénéfices. S'apercevant de son erreur au bout d'un moment, il parut s'endormir, et devenir un peu mécontent, et avait plus d'une fois suggéré l'opportunité d'un départ immédiat, lorsque la porte s'ouvrit, et que l'enfant elle-même parut. Chapitre 3. L'enfant était suivi de près par un vieil homme aux traits remarquablement durs et à l'aspect menaçant, et de si petite taille, qu'il était tout à fait nain, bien que sa tête et son visage fussent assez grands pour le corps d'un géant. Ses yeux noirs étaient inquiets, sournois et rusés, sa bouche et son menton, hérissés par le chaume d'une barbe dure et grossière, et son teint était de ce genre qui n'a jamais l'air propre au sein. Mais ce qui ajoutait le plus à l'expression grotesque de son visage, c'était un sourire épouvantable qui, semblant n'être que le résultat de l'habitude, et n'ayant aucun rapport avec un sentiment de gaieté ou de complaisance, révélait constamment les quelques crocs décolorés qui étaient encore éparpillés dans sa gueule, et lui donnait l'aspect d'un chien haletant. Son habillement se composait d'un grand chapeau à haute couronne, d'un costume sombre usé, d'une paire de souliers volumineux et d'un foulard blanc et sale assez mou, et froissé pour révéler la plus grande partie de sa gorge filiforme. Ses cheveux vêtés d'un noir grisonnant, coupés, courts et droits sur ses tempes, et tombaient en une frange molle autour de ses oreilles. Ses mains, qui étaient d'un grain grossier et grossier, étaient très sales, ses ongles étaient tordus, longs et jaunes. Il y avait amplement le temps de noter ces détails, car, outre qu'ils étaient suffisamment évidents sans une observation très attentive, quelques instants s'écoulèrent avant que personne ne rompît le silence. L'enfant s'avança timidement vers son frère et mit sa main dans la sienne. Le nain, si l'on peut l'appeler ainsi, jeta un regard vif sur tous les assistants, et le marchand de curiosité, qui n'avait manifestement pas attendu son grossier visiteur, parut déconcerté et embarrassé. « Ah !» dit le nain qui, la main étendue au-dessus de ses yeux, avait regardé attentivement le jeune homme. « Ce devrait être ton petit-fils, voisin. »« Dites plutôt qu'il ne devrait pas l'être, » répondit le vieillard, « mais il l'est. »« Et cela ?» dit le nain en montrant Dick Souivele. « Quelque ami à lui, aussi bienvenu ici que lui, » dit le vieillard. « Et cela ?» demanda le nain en se retournant et en me montrant droit dans les yeux. « Un gentleman qui a eu la bonté de ramener Nell à la maison l'autre soir, quand elle s'est égarée, en revenant de chez vous. »
Le petit homme se tourna vers l'enfant comme pour la réprimander ou lui exprimer son étonnement, mais comme elle parlait au jeune homme, il se tut et baissa la tête pour écouter. « Eh bien, Nelly, dit le jeune homme à haute voix, est-ce qu'ils t'apprennent à me haïr, hein? Non, non. Par honte. Oh. Non. S'écria l'enfant. Pour m'aimer, peut-être? Poursuivit son frère avec un ricanement. Pour ne faire ni l'un ni l'autre, répondit-elle. Ils ne me parlent jamais de toi. En effet, ils ne le font jamais. J'ose être lié pour cela, dit-il en jetant un regard amé au grand-père. J'ose être destiné à cela, Nell. Oh. Je vous crois là-bas. Mais je t'aime tendrement, Fred, dit l'enfant. Sans aucun doute. Oui, et je le ferai toujours, répéta l'enfant avec une grande émotion. Mais oh, si tu cessais de le contrarier et de le rendre malheureux, alors je pourrais t'aimer davantage. Je vois, dit le jeune homme en se penchant négligemment sur l'enfant, et l'ayant embrassée, il la repoussa loin de lui. Voilà, éloigne-toi, maintenant que tu as dit ta leçon. Vous n'avez pas besoin de gémir. Nous nous séparons assez bons amis, s'il en est ainsi. Il resta silencieux, la suivant des yeux, jusqu'à ce qu'elle eût gagné sa petite chambre et fermé la porte, puis, se tournant vers le nain, il lui dit brusquement. « Arki aime. »« C'est-à-dire moi ?» répondit le nain. « Kilp est mon nom. Vous vous en souvenez peut-être. Ce n'est pas long, Daniel Kilp. »« Arki est monsieur Kilp donc, poursuivit l'autre, vous avez quelque influence là-bas sur mon grand-père. »« Certain, dit M. Kilp avec emphase. »« Et sont donc quelques-uns de ces mystères et secrets. »« Quelques-uns, répondit Kilp avec la même sécheresse. »« Alors, permettez-moi de lui dire une fois pour toutes, par votre intermédiaire, que j'entrerai et sortirai d'ici aussi souvent que je le voudrai, tant qu'il gardera Nell ici, et que s'il veut se séparer de moi, il doit d'abord être séparé d'elle. Qu'ai-je fait pour être devenu un épouvantail, et pour être évité des redoutés comme si j'apportais la peste? Il vous dira que je n'ai pas d'affection naturelle, et que je ne me soucie pas plus de Nell, pour elle-même, que de lui, qu'il le dise. Je me soucie donc du caprice d'aller et venir, et de lui rappeler mon existence. Je la verrai quand il me plaira. C'est ce que je veux dire. Je suis venu ici aujourd'hui, pour l'entretenir, et j'y reviendrai 50 fois avec le même but et toujours avec le même succès. J'ai dit que je m'arrêterais jusqu'à ce que je l'ai gagné. Je l'ai fait, et maintenant ma visite est terminée. Viens, Dick. Arrêtez, s'écria M. Suivez-les, tandis que son compagnon se tournait vers la porte. Monsieur, je suis votre humble serviteur, dit M. Kilp, à qui s'adressait le monosyllabe. Avant de quitter la scène gaie et festive, et les salles d'une lumière éblouissante, monsieur, dit M. Suivez-les, je vais, avec votre permission, tenter une légère remarque. Je suis venu ici, monsieur, ce jour-là, avec l'impression que le vieux monsieur était aimable. Continuez, monsieur, dit Daniel Kilp, car l'orateur s'était arrêté brusquement. Inspiré par cette idée et les sentiments qu'elle a éveillés, monsieur, et sentant, en tant qu'ami commun, que le harcèlement, l'appât et l'intimidation n'étaient pas du genre à être de nature à élargir les âmes et à promouvoir l'harmonie sociale des partis en lutte, j'ai pris sur moi de suggérer une ligne de conduite qui est la ligne de conduite à adopter pour l'occasion présente. Voulez-vous me permettre de murmurer une demi-syllabe, monsieur? Sans attendre la permission qu'il demandait, M. Suivez-les s'avança vers le nain, et s'appuyant sur son épaule, et se baissant pour lui tendre l'oreille, il lui dit d'une voix parfaitement audible à tous les assistants. Le mot d'ordre du vieux main est « fourchette ». « C'est quoi » demanda Kilp. « Est-ce une fourchette, monsieur, une fourchette » répondit M. Suivez-les en frappant dans sa poche. « Vous êtes réveillé, monsieur » Le nain hocha la tête. N. Suivez-les recula et hocha la tête de la main, puis recula un peu plus et hocha de nouveau la tête, et ainsi de suite. Par ce moyen, il atteignit à temps la porte, où il toussa beaucoup pour attirer l'attention du nain et avoir l'occasion d'exprimer en spectacle muet la plus étroite confiance et le secret le plus inviolable. Après avoir exécuté la sérieuse pantomime qui était nécessaire pour transmettre cette idée, il se jeta sur les traces de son ami et disparut. « Homme, dit le nain avec un regard amé et un haussement d'épaules, tant pis pour mes chers parents. Dieu merci, je n'en reconnais aucun. Vous n'en avez pas besoin non plus, ajouta-t-il en se tournant vers le vieil homme, si vous n'étiez pas aussi faible qu'un roseau, et presque aussi insensé. Que voulez-vous que je fasse? Répliqua-t-il avec une sorte de désespoir impuissant. Il est facile de parler et de ricaner. Que voulez-vous que je fasse?
Que ferais-je si j'étais à votre place? Demanda le nain. Quelque chose de violent, sans doute. Vous avez raison, répondit le petit homme, très satisfait du compliment, car il le considérait évidemment comme tel, et souriant comme un diable en frottant ses mains sales l'une contre l'autre. Demandez à Madame Kilp, à la jolie Madame Kilp, obéissante, timide, aimante Madame Kilp. Mais cela me rappelle que je l'ai laissée toute seule, et qu'elle sera anxieuse, et ne connaîtra pas un instant de repos jusqu'à mon retour. Je sais qu'elle est toujours dans cet état quand je suis absent, je pensais qu'elle n'osait pas le dire, à moins que je n'entraîne, et que je ne lui dise qu'elle peut parler librement, et que je ne serai pas fâché contre elle. Oh! Madame Kilp bien formée! La créature paraissait tout à fait horrible avec sa tête monstrueuse et son petit corps, tandis qu'il frottait lentement ses mains autour d'elle, et encore, avec quelque chose de fantastique même dans sa manière d'accomplir cette légère action, et baissant ses sourcils hirsutes et penchant son menton en l'air, il leva les yeux en l'air avec un regard furtif d'exultation qu'un diablotin aurait pu copier et se l'approprier. Tenez, dit-il en mettant sa main dans sa poitrine et en se glissant vers le vieil homme qui parlait. Je l'ai apporté moi-même de peur d'avoir des accidents, car, étant en or, c'était quelque chose de grand et de lourd que Nell pouvait porter dans son sac. Il faut qu'elle s'habitue à de tels fardeaux de temps en temps, voisin, car elle portera du poids quand vous serez mort. Que le ciel veuille qu'elle le puisse. Je l'espère, dit le vieillard avec quelque chose comme un gémissement. Espérez-le, répéta le nain en s'approchant de son oreille. Voisin, je voudrais savoir dans quel bon investissement toutes ces fournitures sont englouties. Mais vous êtes un homme profond, et gardez votre secret, secret. Mon secret, dit l'autre avec un regard hagard. Oui, vous avez raison, je le garde près de vous, très près. Il n'en dit pas davantage, mais, prenant l'argent, il s'en retourna d'un pas lent et incertain, et appuya sa main sur sa tête comme un homme fatigué et abattu. Le nain l'observa attentivement, tandis qu'il passait dans le petit salon et l'enfermait dans un coffre-fort de fer au-dessus de la cheminée, et après avoir réfléchi un instant, il se prépara à prendre congé en faisant observer que, s'il ne se hâtait pas, Madame Kilp serait certainement en colère à son retour. Et donc, voisin, ajouta-t-il, je tournerai mon visage vers la maison, laissant mon amour pour Nelly, et espérant qu'elle ne se perdra plus jamais, bien que cela m'ait procuré un honneur auquel je ne m'attendais pas. Sur ce, il s'inclina, et me regarda, et avec un regard perçant autour de lui qui semblait comprendre tous les objets à sa portée, si petits ou insignifiants soient-ils, il s'en alla. J'avais essayé plusieurs fois d'y aller moi-même, mais le vieillard-ci était toujours opposé, et m'avait supplié de rester. Comme il renouvelait ses supplications pour que nous restions seuls, et qu'il me remerciait beaucoup de l'occasion que nous avions eue auparavant, je cédai volontiers à ses persuasions, et je m'assis, feignant d'examiner quelques miniatures curieuses et quelques vieilles médailles qu'il plaça devant moi. Il n'a pas fallu une grande insistance pour m'inciter à rester, car si ma curiosité a été excitée à l'occasion de ma première visite, elle n'a certainement pas diminué maintenant. Nell ne tarda pas à nous rejoindre, et apportant à la table quelques ouvrages d'aiguille, elle s'assit à côté du vieillard. Il était agréable d'observer les fleurs fraîches de la chambre, l'oiseau caressant à la branche verte qui ombrageait sa petite cage, le souffle de fraîcheur et de jeunesse qui semblait bruisser à travers la vieille maison terne et planer autour de l'enfant. Il était curieux, mais pas si agréable, de passer de la beauté et de la grâce de la jeune fille à la figure voûtée, au visage fatigué et à l'air blasé du vieil homme. À mesure qu'il s'affaiblissait et s'affaiblissait, que deviendrait cette petite créature solitaire? Pauvre protecteur qu'il était, disant qu'il est mort, quel serait alors son sort? Le vieillard répondit presque à mes pensées, en posant sa main sur la sienne et en parlant à haute voix. Je reprendrai courage, Nell, dit-il. Il faut qu'il y ait de la bonne fortune en réserve pour toi, ce n'est pas pour moi que je la demande, mais pour toi. Sans elle, il faut que de telles misères ne tombent sur ta tête innocente, que je ne puis croire qu'étant tentée, elles ne viennent pas. Elle le regarda gaiement en face, mais ne répondit pas. Quand je pense, dit-il, aux nombreuses années de ta courte vie que tu as vécue avec moi, de mon existence monotone, ne connaissant ni compagne de ton âge, ni plaisir enfantin, de la solitude dans laquelle tu es devenu ce que tu es, et dans laquelle tu as vécu à l'écart de presque tous les tiens, sauf d'un vieillard, je crains quelquefois de ne pas t'avoir maltraité, Nell. Grand-père, s'écria l'enfant avec une surprise, non feinte. Pas dans l'intention, non, non, dit-il. J'ai toujours attendu avec impatience le moment qui te permettrait de te mêler au plus gai et au plus beau, et de prendre ta place parmi les meilleurs. Mais j'attends toujours en avant, Nell. J'attends toujours en avant,
Et si je devais être forcé de te quitter en attendant, comment t'aurais-je préparé à lutter avec le monde? Le pauvre oiseau, là-bas, est tout aussi bien qualifié pour le rencontrer et être détourné par ses grâces. Écoutez, j'entends quitte dehors. Allez à lui, Nell, allez à lui. Elle se leva et se hâtant de s'éloigner, s'arrêta, se retourna, passa ses bras autour du cou du vieillard, puis, le quitta, et se hâta de s'éloigner de nouveau, mais plus vite cette fois, pour cacher ses larmes qui coulaient. Un mot à l'oreille, monsieur, dit le vieillard à voix basse. J'étais mis mal à l'aise par ce que vous avez dit l'autre soir, et je ne peux que plaider que j'ai tout fait pour le mieux, qu'il est trop tard pour me rétracter, si je le pouvais bien que je ne puisse pas, et que j'espère encore triompher. Tout est pour elle. J'ai moi-même supporté une grande pauvreté, et je lui épargnerai les souffrances que la pauvreté entraîne avec elle. Je lui épargnerai les misères qui ont conduit sa mère, ma chère enfant, à une tombe prématurée. Je la laisserai, non pas avec des ressources qui pourraient être facilement dépensées ou gaspillées, mais avec ce qui la mettrait à l'abri du besoin, pour toujours. Vous me remarquez, monsieur? Elle n'aura pas de pitance, mais une fortune. Je ne peux pas en dire plus, maintenant ou à n'importe quel autre moment, et elle est de nouveau ici. L'empressement avec lequel tout cela était déversé dans mon oreille, le tremblement de la main avec laquelle il me serrait le bras, les yeux tendus et effrayés qu'il fixait sur moi, la véhémence sauvage et l'agitation de ses manières me remplissaient d'étonnement. Tout ce que j'avais entendu et vu, et une grande partie de ce qu'il avait dit lui-même, m'a fait supposer que c'était un homme riche. Je ne pourrais pas me faire une idée de son caractère, à moins qu'il ne fût un de ces misérables qui, ayant fait du gain le seul but, et le seul but de leur vie, et ayant réussi à amasser de grandes richesses, sont constamment torturés par la crainte de la pauvreté et assaillis par la crainte de la perte et de la ruine. Beaucoup de choses qu'il m'avait dites, et que j'avais été incapable de comprendre, étaient tout à fait conciliables avec l'idée qui m'était ainsi présentée, et à la fin je conclus qu'il était hors de tout doute de cette race malheureuse. Cette opinion n'était pas le résultat d'une réflexion hâtive, à laquelle il n'y avait d'ailleurs pas l'occasion à ce moment-là, car l'enfant vint directement et s'occupa bientôt des préparatifs pour donner à Kit une leçon d'écriture dont il semblait qu'il en avait deux chaque semaine, et une régulièrement ce soir-là, à la grande joie et à la grande joie de lui-même et de sa maîtresse. Pour raconter comment il s'écoula longtemps avant que sa modestie pût l'emporter au point de l'amener à s'asseoir dans le salon, en présence d'un gentleman inconnu, comment, lorsqu'il s'assit, il retroussa ses manches, redressa ses coudes, mit son visage près du cahier et plissa horriblement les yeux sur les lignes. Dès le premier instant où il eut la plume à la main, il commença à se vautrer dans des taches et à se barbouiller d'encre jusqu'à la racine de ses cheveux. Comment, s'il formait par hasard une lettre correctement, il l'étalait immédiatement de nouveau avec son bras dans ses préparatifs pour en faire une autre. Comment, à chaque nouvelle erreur, il y avait un nouvel éclat de gaieté de la part de l'enfant, et un rire plus fort, et non moins chaleureux de la part du pauvre Kit lui-même, et combien il y avait tout au long du chemin, malgré un doux désir de sa part d'enseigner, et un désir anxieux de sa part d'apprendre, pour raconter tous ces détails, il faudrait sans doute plus d'espace et de temps qu'il n'en mérite. Qu'il suffise de dire que la leçon fut donnée, que la soirée passa, et que la nuit vint, que le vieillard redevint agité et impatient, qu'il quitta secrètement la maison à la même heure qu'auparavant, et que l'enfant fut de nouveau laissé seul dans ses sombres murs. Et maintenant, que j'ai poussé cette histoire jusqu'ici dans mon propre caractère, et que j'ai présenté ces personnages au lecteur, je vais, pour la commodité du récit, me détacher de son cours ultérieur et laisser ceux qui ont des rôles éminents et nécessaires parler et agir par eux-mêmes. Chapitre 4. Aimée Madame Kilp résidait à Tow Hill, et dans sa tonnelle de Tow Hill Madame Kilp fut laissée à regretter l'absence de son seigneur, lorsqu'il la quitta pour les affaires qu'il avait déjà vu traiter à traiter. On ne pouvait guère dire que M. Kilp avait un métier ou une vocation particulière, bien que ses activités fussent diversifiées et ses occupations nombreuses. Il percevait les rentes de colonies entières de rues et de ruelles sales au bord de l'eau, avançait de l'argent aux marins et aux officiers mariniers, des navires marchands, participait aux entreprises de divers camarades des Indes orientales, fumait ses cigares de contrebande sous le nez même de la douane, et prenait rendez-vous sur la monnaie avec des hommes en chapeau vernissé et en veste ronde presque tous les jours. Du côté du Surrey, il y avait une petite cour lugubre infestée de rats, appelée Quilp's Wharf, dans laquelle se trouvait un petit comptoir en bois qui s'enfonçait tout de travers dans la poussière, comme s'il était tombé des nuages et s'était enfoncé dans le sol, quelques fragments d'encre rouillée, plusieurs grands anneaux de fer, quelques tas de bois pourris, et 2 ou 3 tas de vieilles feuilles de cuivre, froissées, fissurées et battues. Sur le quai de Kilp, Daniel Kilp était un briseur de navires,
mais pour en juger par ses apparences, il doit avoir été un briseur de navires sur une très petite échelle, ou avoir démantelé ses navires en très petits termes. L'endroit ne présentait pas non plus d'aspect extraordinaire de la vie ou de l'activité, car son seul occupant humain était un garçon amphibie en costume de toile, dont la seule occupation était de s'asseoir sur la tête d'un tas et de jeter des pierres dans la boue lorsque la marée était basse.